Donc bonsoir à tous. Donc là, cette présentation va concerner le rôle des différents correspondants matrices qui sont mis en œuvre. Alors, comme introduction, donc Matrice, c'est le réseau donc, des ASR, des laboratoires de maths en France. Et donc le but va être d'utiliser la force de ce réseau qui maille l'ensemble du territoire. Alors, cela va permettre de donner de la valeur en centralisant certaines informations et de prendre cette information directement à la source. Alors, 3 applications vont être présentées, les correspondants annuaires, les correspondants PLM et le projet de correspondant agenda. Les correspondants annuaires. Alors, l'annuaire de la communauté des maths s'inscrit dans un contexte, celui d'une communauté de recherche, celle des mathématiques, qui est composée de laboratoires et de sociétés savantes, la SMF, la SMAI, la SFDS. Chaque thématique de recherche, en fait, va se retrouver distribuée sur le territoire. Et il faut souligner le rôle de coordination de l'Institut national des sciences mathématiques et de leur interaction. Donc l'objectif de constituer un annuaire va être de faciliter les contacts entre les chercheurs. Donc on va avoir la même fonctionnalité avec les personnels administratifs et les personnels techniques, sans oublier les personnels des bibliothèques de maths. Alors, cet annuaire va être aussi l'un des 3 référentiels du projet Portail des maths. Et il va permettre d'avoir l'appartenance d'une personne à un laboratoire. Donc, la source de cet annuaire va être dans les unités, que ce soit des UMR, des UMI, des équipes associées, des équipes d'accueil, des UMS et des fédérations de recherche. Alors, pour cela, on va activer un réseau de correspondants. Alors, ceci est essentiellement possible grâce au soutien politique de l'INSMI. L'INSMI va inciter les directeurs d'unité à participer à cet annuaire. Chaque DU va désigner un correspondant annuaire pour son unité et l'équipe annuaire de matrice va gérer ce réseau ainsi que le service. Alors, quels sont les rôles du correspondant annuaire? Alors, il va être responsable des informations collectées. C'est lui qui va choisir le périmètre des personnes qui vont être concernées. Je vais y revenir. Il va être responsable de l'actualisation régulière des informations. Et enfin, il va être le point d'accès local pour les signalements d'erreurs, que ce soit des utilisateurs qui voient leurs fiches qui comprennent une erreur, ou de l'équipe annuaire qui lui font remonter une erreur. Alors le choix du périmètre, donc il y a évidemment tous les chercheurs membres de l'unité, que ce soit les enseignants-chercheurs, les postdoctorants, les doctorants. On peut y mettre aussi les stagiaires pendant la durée de leur stage. Mais vous pouvez aussi choisir de mettre les chercheurs invités. Alors, c'est-à-dire les chercheurs qui sont de passage dans le laboratoire pour une durée plus ou moins longue. Vous allez y mettre aussi les personnels techniques et administratifs et nous vous conseillons aussi de mettre les personnels des bibliothèques qui sont concernés par les collections de mathématiques. Donc ça peut avoir un intérêt pour les chercheurs. Alors, la collecte des données va consister à récupérer un fichier de format LDIF par unité. Alors, ce format, c'est le format d'échange de LDAP, donc ça va permettre une génération facile à partir du LDAP de chaque laboratoire. Ensuite, après la collecte, il y a un contrôle syntaxique et sémantique de chaque fichier. Les anomalies sont signalées à l'équipe annuaire,
qui va contacter le correspondant concerné. Ensuite, quand tout va bien, normalement, il y a intégration de ce fichier LDIF dans le LDAP commun de la communauté. Alors, le sens des attributs est fixé par l'équipe annuaire. Donc, je vous ai mis là les principaux attributs à renseigner. Vous voyez que, en fait, vous allez avoir deux attributs pour indiquer des adresses mail. Donc, l'attribut mail et l'attribut mail internet adresse. Alors, en fait, cela va être lié à l'authentification au portail via la fédération d'identité. Cette authentification va retourner une adresse mail. C'est celle qui est connue par l'établissement auprès duquel vous vous êtes identifié. Donc, cet attribut mail internet adresse, oui, donc l'association de la connexion d'une personne à la communauté va être dépendante, va consister à trouver une correspondance dans l'annuaire de la communauté à cette adresse mail. D'où la possibilité d'ajouter autant d'attributs mail internet adresse que nécessaire aux fiches de votre unité. Donc, si vous avez, des mails qui se retrouvent dans différents domaines de messagerie, vous pouvez, à la limite, générer automatiquement une adresse mail dans ces différents domaines. Même si ces adresses n'existent pas, cela va faciliter la connexion de la personne au portail des maths. Alors, ces adresses mail, internet adresse n'apparaissent pas lorsque l'on consulte l'annuaire. Donc, seul l'attribut mail est affiché. Alors, l'utilisateur du portail va pouvoir, dans le profil personnel, modifier deux attributs de sa fiche. La civilité, donc l'attribut title, et la classification MSC 2010, qui est un répertoire des thématiques de recherche en maths. Alors, les modifications faites par l'utilisateur vont écraser les informations qui sont issues de la collecte des fichiers LDIF. Alors, en conclusion, donc, la qualité de l'annuaire de la communauté des maths va impacter directement donc, sur les autorisations de vos utilisateurs dans le portail, donc les accès documentaires par exemple, mais aussi sur la création par vos utilisateurs de leur propre compte PLM. Et ça, sans intervention d'un correspondant PLM. Alors, je vais passer maintenant au correspondant PLM. Donc, la PLM, la plateforme en ligne matrice, et maintenant se retrouve sous forme d'une rubrique, la rubrique des services numériques du portail des maths. Donc l'enjeu de la PLM, c'est d'offrir des services au niveau national afin de faciliter le travail des chercheurs lors de leur déplacement. La PLM va aussi permettre de s'adapter au travail en réseau des chercheurs. Et tout cela en apportant un support au plus près dans les laboratoires. D'où l'idée de créer un réseau de correspondants PLM locaux. Donc là aussi, pour constituer un réseau, donc on s'appuie sur le soutien de l'INSMI, qui va inciter les DU à participer. Chaque DU va pouvoir désigner ses correspondants PLM. Il peut y en avoir plusieurs par unité. Tous les membres de matrice sont fortement sollicités à devenir correspondants PLM de leur unité. En absence d'ASR, donc d'administrateur système et réseau, un chercheur de l'unité va prendre ce rôle. Donc, quels sont les rôles du correspondant PLM? Donc, tout d'abord, de promouvoir les services de matrice aux chercheurs dans son unité. Donc, cela peut être à l'occasion d'une intervention, lors des journées d'accueil des nouveaux arrivants au laboratoire, ou la diffusion d'affiches et de tracts sur les services du portail.
Autre rôle du correspondant PLM, c'est d'aider les utilisateurs à configurer les services de la PLM. Donc, des exemples, configurer le service SMTP authentifié dans le client de messagerie sur le portable de vos utilisateurs, installer par exemple le client OpenVPN. Troisième rôle, assurer le support de premier niveau. Donc là, vous allez pouvoir comprendre, vous êtes les mieux placés pour comprendre le problème rencontré par votre utilisateur, parce que vous serez en contact avec eux, et puis vous avez la maîtrise de leur environnement de travail. Et puis, vous allez pouvoir relayer les incidents que vous ne pouvez pas résoudre à la PLM Team via le système de gestion de tickets accessible par l'adresse mail support@mat.cnas.fr. Autre rôle du correspondant PLM, ça va être de proposer de nouveaux services à intégrer dans la PLM. Donc c'est la meilleure façon de contribuer et d'intégrer à terme la PLM Team. Voilà. Enfin, le correspondant PLM va gérer les comptes PLM de l'unité. Alors, la gestion de ces comptes va se faire dans un annuaire, l'annuaire PLM. Alors attention, cet annuaire est différent de l'annuaire de la communauté des maths. Cet annuaire PLM, il va regrouper les informations individuelles des utilisateurs de la PLM. Donc leur identifiant de compte, leur login shell, leur répertoire de travail, les groupes d'autorisation. Donc à l'origine, chaque unité avait une organisationnelle unit, une OU, dans cet annuaire LDAP, donc cet annuaire PLM. Donc chaque correspondant avait des droits sur son OU. Donc actuellement, tous les comptes ont été mis à plat dans une OU unique, users, mais le terme de branche est resté. C'est ce terme que vous allez souvent le rencontrer lorsque vous serez en contact avec la PLM Team. Alors, il y a des attributs pour caractériser un compte PLM. Donc l'attribut PLM Primary Affectation, donc ça va être la branche d'appartenance du compte. Tandis que l'attribut PLM Secondary Affectation va être en fait, si elles existent, des appartenances secondaires. Enfin, pour caractériser un compte PLM, il y a aussi l'attribut ShadowExpire qui va valoir 1 si le compte PLM est inactif. Mais on verra plus tard ce que ça veut dire. Donc, on va distinguer différents types de comptes PLM. Alors, d'abord, les comptes PLM extérieurs. Donc, le but, c'est de donner accès à des personnes non membres du périmètre matrice, enfin, le périmètre de la communauté des maths, afin d'assurer une ouverture à d'autres disciplines, une ouverture à d'autres pays. Tout ça, le but est de faciliter les collaborations scientifiques de vos chercheurs. Donc, on va avoir la proposition, tout compte PLM rattaché à une branche peut inviter qui il souhaite. Et cela via une interface des services numériques, donc l'interface, le service invitation. Alors, lorsque quelqu'un fait une invitation, cela va envoyer un mail à l'invité avec un lien, et en activant ce lien, l'invité va pouvoir activer son compte. Donc, il faut bien sûr que l'invitant prévienne l'invité de ce mail qui va ressembler fortement à une tentative de phishing. Donc voilà, ça c'est un peu le biais de cette procédure. Alors, une fois que l'invité a activé son compte, l'attribut PLM Primary Affectation va prendre la valeur d'une branche spécifique, c'est celle des invités. Les membres de cette branche, en fait, vont avoir des autorisations limitées. Le principe, c'est qu'ils ne peuvent pas créer de nouvelles ressources. Ils peuvent participer à des ressources créées par d'autres membres de la PLM.
vous voyez que dans cette procédure, il n'y a pas d'intervention du correspondant PLM. Pour l'autre type de compte, ça va être les comptes PLM de membres. Alors, un compte PLM de membres, ça veut dire que PLM Primary Affectation vaut le code correspondant à une branche qui est contrôlée par les correspondants, par des correspondants PLM. Alors, l'accès, avoir un compte de ce type est évident pour les chercheurs membres, que ce soit les enseignants-chercheurs, les postdoctorants, les doctorants, mais aussi pour les personnels techniques, administratifs et les personnels de la bibliothèque de maths, quel que soit leur statut vis-à-vis du laboratoire. Pour les personnes qui sont de passage au laboratoire, donc les chercheurs invités, les stagiaires, vous allez adapter votre réponse aux besoins. Si la création de ressources est utile dans leur travail, vous allez pouvoir décider de leur créer des comptes membres. Donc, il faut que vous préveniez les utilisateurs, c'est que la condition est qu'au départ du laboratoire, ils vont perdre les droits de membres et donc ils ne pourront plus créer de nouvelles ressources. Alors, comment se passe la création d'un compte PLM membre? Donc, la procédure la plus simple, c'est une création autonome par les gens de votre laboratoire de leur propre compte PLM. Donc cette procédure va se passer sur le portail des maths. Donc l'utilisateur se connecte avec son identité de son établissement. La convergence d'identité avec l'annuaire de la communauté des maths va relier cet utilisateur à un ou plusieurs laboratoires qui ont des branches dans la PLM. Donc, une fois que l'utilisateur est connecté, il va avoir soit dans la page d'accueil, soit dans le petit bouton profil utilisateur, la possibilité de créer son compte PLM. Là, il va devoir sélectionner un login ainsi que la branche. Donc en fait, il a un menu déroulant où il aura seulement les branches PLM qui ont pu être associées à son compte via l'annuaire de la communauté. Ensuite, il va devoir saisir un mot de passe robuste. Et donc, tant qu'il n'a pas réussi à taper 2 fois un mot de passe robuste, il ne va pas pouvoir valider et créer le compte. Donc, s'ils vous disent ça marche pas, c'est que le mot de passe n'est pas robuste. Et une fois qu'il a validé, un nouveau compte est créé et ce compte est affecté à la branche et est affecté à votre branche directement, sans aucune intervention de votre part. Alors pourquoi on a choisi ça? C'est pour faciliter l'accès au service de la PLM par les membres de votre laboratoire. Par contre, cette procédure est tributaire de la correspondance de l'adresse mail entre le service d'identité de l'établissement qui est interrogé et le contenu de l'annuaire de la communauté des maths qui est lui-même alimenté depuis les laboratoires. Donc vous avez le correspondant annuaire de votre unité a un contrôle sur qui peut activer son compte PLM de façon autonome. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes. Vous allez quand même devoir, de temps en temps, avoir une intervention manuelle sur les comptes de la PLM. Alors pour ça, vous allez avoir une interface du portail dans les services numériques dédiée. Donc elle est accessible par une petite roue dentée actuellement dans la tuile compte Unix et clé SSH. Donc seuls les correspondants PLM ont accès à verront cette petite roue dentée. Donc je vous ai mis l'URL. La première chose que vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner l'unité sur laquelle vous avez accès. Vous avez le rôle de correspondant. Donc la plupart du temps, ça c'est mon cas, vous avez le choix que de votre laboratoire, mais c'est prévu que vous puissiez vous puissiez gérer différents laboratoires, différentes branches. Donc comment va se passer la création d'un compte, mais de façon manuelle? Alors d'abord, vous allez commencer par faire une invitation. Donc quand vous faites une invitation, vous allez taper un nom, un prénom et une adresse mail.
Si on trouve déjà une correspondance dans l'annuaire de l'annuaire PLM, vous serez averti et vous ne pourrez pas créer d'invitation. Voilà. Si le compte n'existe pas, ou qu'on n'a pas réussi à faire d'association, vous allez pouvoir faire cette invitation. Dans les deux cas, vous allez avoir un compte PLM avec un PLM Primary Affectation qui est soit invité, soit une branche qui n'est pas votre laboratoire. Donc ensuite, vous allez pouvoir utiliser le petit bouton « Intégrer une personne ». Et là, vous allez avoir un pop-up et vous allez pouvoir rechercher des comptes dans l'annuaire de la PLM. Donc dès que vous avez tapé trois caractères, il y a une recherche dans les prénoms, les noms, les logins, les adresses mail, et le résultat s'affiche dans une liste. Voilà, donc vous allez sélectionner, voilà, vous en sélectionnez un, et puis vous validez. Donc, cela va avoir un effet, c'est que votre branche va être une valeur de l'attribut PLM Secondary Affectation. Ça veut dire que vous allez dire que cet utilisateur, il est de passage chez vous. C'est déjà la première étape. Après, donc, il va apparaître dans votre liste de comptes et il va avoir un statut de invité et pas de membre. Voilà. Donc, vous allez avoir une autre manipulation qui va vous permettre de basculer le statut d'un compte PLM du statut de membre à invité ou d'invité à membre. Donc, pour ça, vous allez sélectionner votre compte, taper sur « Modifier un compte, statut ». Et là, soit vous allez avoir un pop-up qui va vous dire attention, vous avez un compte membre, est-ce que vous voulez confirmer que vous voulez le rendre en invité? Soit vous avez un compte invité, et donc là, vous avez un autre pop-up qui vous dit de confirmer si vous voulez rendre ce compte comme membre de votre branche. Donc, pour un compte invité, si le compte était un extérieur, l'attribut PLM Primary Affectation passe de invité à la valeur de votre branche. Par contre, si le compte invité était membre d'un autre laboratoire, en fait, le changement de l'attribut va se faire après une opération de validation par le correspondant PLM du labo de départ. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'on va piquer les comptes PLM de ses voisins, sans en avertir vos collègues. Voilà, donc ça, c'est une opération asynchrone, et donc ça peut prendre un temps variable. Alors, pour l'opération inverse, c'est-à-dire de passer un compte membre à un compte invité, donc là, le PLM Primary Affectation va passer directement à la valeur invité, et on va ajouter votre branche comme une valeur de l'attribut PLM Secondary Affectation. Donc là, vous aurez bien, donc d'un compte PLM membre de votre branche, ça va devenir un compte PLM extérieur en visite chez vous. Alors après, il y a le cas du départ d'un utilisateur de votre laboratoire. Donc là, le correspondant PLM doit agir. Alors, il y a deux cas, soit une mutation vers un autre laboratoire de maths, de notre périmètre. Donc là, vous allez sélectionner le compte. Je l'ai flouté. Tapez sur « Modifier, déplacer ». Et là, vous allez avoir un pop-up. Vous allez pouvoir choisir l'unité de destination du compte PLM. Donc dès que vous validez, en fait, vous initiez le transfert et en fait, je crois que c'est immédiat. L'attribut PLM affectation, PLM Primary Affectation, va valoir la valeur du laboratoire d'arrivée. Je ne crois pas qu'il y ait de validation. Ah oui, il va passer invité. Pas sûr. Ouais. Non, normalement non.
Deuxième cas de figure, l'utilisateur quitte le laboratoire mais va sortir du périmètre matrice, enfin de la communauté. Donc dans ce cas-là, vous allez utiliser modifier un compte supprimé, et là, en fait, il n'y a pas vraiment de suppression du compte, on va juste transformer le compte en compte PLM extérieur, mais qui n'est plus en visite chez vous. Donc pourquoi on a choisi de ne pas supprimer de compte? Donc tout d'abord, pour laisser l'accès aux utilisateurs aux ressources qu'ils ont déjà créées. Et puis pour leur permettre de continuer de travailler avec les membres de la PLM. Voilà. Donc tout utilisateur peut quand même néanmoins demander à une suppression définitive en envoyant un mail à support@mat.cnrs.fr. Et là, on supprime les fiches. Complètement. Donc ce qui reste à développer sur le portail, c'est d'automatiser la répercussion de ces manipulations sur les services numériques qui sont activés par l'utilisateur. Donc en fait, chaque service numérique est ou va être entièrement contrôlé par un web service qui va permettre de le configurer. Et donc, vous voyez que selon les manipulations sur les comptes, en fait, on va devoir enlever des droits à des utilisateurs. Et donc ça, on espère arriver à le gérer via des web services. Alors, on va revenir un peu sur les états actifs et inactifs des comptes PLM. Donc en fait, tous les 6 mois, il y a un envoi de mail, un mail de réactivation à l'adresse mail de contact de chaque utilisateur. Donc s'il n'y a pas de réponse, en fait, le mail contient un token et il suffit de répondre pour qu'on réactive le compte. S'il n'y a pas de réponse, le compte est désactivé. C'est-à-dire que l'attribut shadow expire passe à 1. Pour réactiver le compte, il suffit de changer le mot de passe. Alors, 2 possibilités, soit directement par l'utilisateur, via un service numérique qui est dédié sur le portail, qui s'appelle « Changer son mot de passe ». Donc, en fait, l'utilisateur, même si le compte est désactivé, il peut toujours s'identifier avec son entité d'établissement, et donc il a la possibilité de changer son mot de passe, et il réactive son compte. Soit la réactivation du compte est faite par le correspondant PLM, via ce bouton, qui est très discret, qui se trouve à droite de modifier le compte. Et donc, en fait, ce bouton, il va faire la même chose que le service changer son mot de passe. Il va envoyer, ou un peu similaire à l'invitation, il va envoyer un mail à l'utilisateur avec un lien qui va lui permettre de changer son mot de passe. Alors, dans cette interface, le correspondant matrice, le correspondant PLM, va pouvoir changer certains attributs de l'utilisateur, comme le nom, voilà, le prénom, l'adresse mail de contact, la date d'arrivée, la date de départ, qui ne doit pas te servir à grand chose pour l'instant. Et puis on peut rajouter des commentaires. Voilà, donc là, voilà, vous voyez, mon compte, il a été créé par Thierry Dumont. Donc, attention, là aussi, les répercussions de ces changements sur les services numériques n'est pas automatique, n'est pas encore opérationnel. Donc, en particulier, il faut faire attention à l'adresse mail de contact. Pourquoi? Parce que cette adresse mail, elle va servir d'identifiant pour au moins 3 services. La PLM Box, donc la synchronisation de fichiers, la PLM LaTeX, qui est un éditeur en ligne de projet LaTeX, et puis le serveur de liste de diffusion. Donc là, vous allez devoir impérativement, pour l'instant, contacter la PLM Team, donc ouvrir un ticket au support, et en nous indiquant quel compte PLM est concerné, l'ancienne et la nouvelle adresse. Ça nous facilitera la tâche. Et ainsi, si l'utilisateur vous l'a indiqué, les services numériques qu'il a activés, surtout parmi les 3.
voilà un peu les rôles, voilà ce que le correspondant PLM va pouvoir agir. Donc on a aussi actuellement un projet de créer des correspondants agenda. Alors l'agenda, qu'est-ce que c'est? L'agenda, c'est un projet qui a comme ambition de regrouper au niveau national les annonces des activités des laboratoires. Donc que ce soit des colloques, des workshops, des séminaires, des groupes de travail, s'ils le souhaitent, ainsi de suite. Donc ce projet a été à l'initiative des sociétés savantes qui avaient 2 ou 3 outils pour faire cela. Et donc l'idée, c'était de regrouper un peu toutes ces informations en un seul outil et de l'intégrer dans le portail des maths. Donc la collecte consiste à récupérer des calendriers dans les laboratoires ou des informations directement dans le service Indico de la PLM. Donc le service Indico, c'est un service qui permet de façon assez simple de créer des événements, de gérer des événements, d'indiquer une heure, un lieu, un sujet, des intervenants, un résumé. Et puis, vous pouvez compléter ça par d'autres modules, comme un formulaire d'inscription. Donc, par exemple, on utilise Indico, par exemple, pour ces ANF matrices. Et là, donc, vous avez des types d'événements un peu enrichis qui vous ont permis de faire votre inscription. Qu'est-ce qu'on a? On a le programme. Enfin bon, on a plein de choses intéressantes. Voilà. Mais c'est pas seulement la seule source d'information que l'on a prise qu'on va prendre en compte dans ce projet. Donc ce projet aussi va permettre aussi la construction par chaque utilisateur de calendriers personnalisés. C'est-à-dire qu'il va pouvoir dire moi je suis intéressé par tel séminaire dans tel labo, tel autre dans tel autre. Et donc il va pouvoir automatiser la collecte d'un calendrier qui aura l'ensemble des événements des séminaires qui l'intéressent. Alors l'idée, c'est de créer un réseau de correspondants agenda dans les laboratoires. Alors, dans quel but? Alors, si on a quelqu'un qui est chargé de cette collecte dans les laboratoires, en fait, on espère avoir une collecte plus complète, de couvrir un peu tous les séminaires et avoir des annonces un peu plus fiables. Par exemple, si on a quelqu'un qui sensibilise ses collègues, on pourra éviter d'avoir cette semaine pas de séminaire parce que c'est les vacances. Ça n'a pas tellement d'intérêt au niveau national. Ensuite, avoir un contact local va permettre, pour les organisateurs de collecte, par exemple, de savoir à qui s'adresser pour diffuser l'annonce de leur événement. Alors le GDS Audimat, qui est tout nouveau, qui a été créé en janvier 2016, est fortement intéressé pour participer à la constitution de ce réseau. Et donc, il adresse actuellement les chargés de communication dans les laboratoires. Donc ça, c'est une piste. Et je pense que les correspondants matrices aussi vont être sollicités parce que c'est bon. Voilà. Voilà. Donc ce projet matrice donc, est porté actuellement par Simon Chevance, qui succède un peu à Gérard Henry. Et comme il reste quelques minutes, Simon va peut-être vous présenter l'interface. Hein? Ça va? Ah oui. Est-ce que vous avez d'abord des questions? Oui, Guillaume. Prends le micro. C'est juste un petit détail technique à propos du LDIF du labo. C'est-à-dire que chaque labo est censé avoir son LDIF particulier. Il doit générer un LDIF.
Et c'est le format qui a été choisi pour la collecte des informations. Alors la collecte des informations, en fait, elle peut être ponctuelle, c'est-à-dire que vous envoyez par mail, par exemple, ou vous dites le fichier il a été mis à jour à tel endroit. Alors ça, c'est absolument pas, c'est à proscrire. Ça, voilà. C'est en dernière alternative. Bon, on a quand même des cas particuliers où voilà. Mais bon. Mais ce qu'il faut préconiser, c'est la collecte régulière, c'est-à-dire que le serveur annuaire, en fait, va chaque jour collecter un fichier. Donc vous fournissez une URL, vous pouvez protéger par un login et un mot de passe, si vous voulez, et le serveur annuaire va collecter ce fichier LDIF. Voilà. Donc par exemple, pour une fédération de recherche, alors les fédérations de recherche, il y a différents cas. Nous, en Rhône-Alpes-Auvergne, en Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération recherche, c'est exactement la concaténation des annuaires qui envoient leur propre LDIF. Donc ça, il n'y a pas de collecte particulière pour cette fédération. Pour d'autres fédérations, c'est un peu plus large et donc il y a une collecte à un fichier LDIF particulier. D'autres questions? Oui, Philippe? J'en avais une petite sur le mail de contact. Là. Si les gens n'ont pas de données particulières, me disent c'est pas grave, j'ai utilisé la PLM Box, il faut vraiment prévenir? Tu as dit qu'il fallait absolument prévenir le support mat. On peut pas, le correspondant PLM ne peut pas le changer en disant, par exemple, s'il préfère avoir comme mail de contact l'UNIV plutôt que celui du labo? Parce que moi, il me semble avoir déjà bidouillé ça pour un ou deux chercheurs. Et oui, alors le problème, c'est que... Évidemment, son cher la tech et sa PLM Box, ça peut peut-être... Alors, pour la PLM Box, il faut avoir un compte PLM pour pouvoir utiliser le service. Donc, les gens ont activé leur compte PLM et on s'aperçoit que l'adresse mail ne correspond plus à la réalité. Quelqu'un qui a muté, par exemple, son adresse mail de contact doit être changée. Alors, le problème, c'est que si on change l'adresse mail et qu'on ne prévient pas... la PLM Team, la personne ne va plus avoir accès à ces fichiers. Donc, il faut nous prévenir pour qu'on lance actuellement un petit script où on a l'ancienne adresse mail, la nouvelle adresse mail, et ça change tous les droits, toutes vos bibliothèques PLM Box vont être attribuées au nouveau login, en fait, la nouvelle adresse mail de contact. Ok, donc c'est que s'il a utilisé la PLM Box, par exemple, ou que s'il a utilisé Charlatech. Voilà. Ouais. Okay. Mais nous prévenir, c'est pas plus mal. Oui. Parce que, voilà, ça permettra de vérifier. Damien ? Je vais me permettre une remarque. Je crois qu'il faut dire à vos utilisateurs que la bonne démarche à suivre, c'est dès qu'ils se connectent au portail, de créer leur compte PLM. De manière à ce que ce soit fait le plus tôt possible. Comme ça, il y a moins de problèmes. Il y a moins d'identité possible et il y a moins de soucis. Alors ça, c'était en fait un débat quand on a créé le portail des maths. C'est qu'on s'est dit, pourquoi on obligerait maintenant les gens à avoir un compte PLM? Donc en fait, pour accéder aux ressources documentaires, ils n'ont absolument pas besoin d'un compte PLM. S'ils arrivent à s'identifier et que leur identité est rattachée à leur labo, ils auront les droits d'accès liés à leur laboratoire pour les accès documentaires. Alors ensuite, à quoi sert le compte PLM? Il est indispensable dès qu'on a un service interactif. Donc que ce soit... l'accès SSH, le OpenVPN, le mail, actuellement l'accès au webmail qui conditionne d'autres accès au service. Enfin, bon, il y a quelques dépendances. Donc, en gros, vous allez devoir quand même activer votre compte PLM dès que vous allez utiliser un service numérique. Donc, voilà. Donc, en théorie, je pense que PLM LaTeX devrait marcher, même si on n'a pas de compte PLM.
Mais là aussi, dès que vous allez activer votre compte PLM, vous risquez d'avoir un adresse mail de contact qui n'était pas l'adresse mail de votre identité. Et donc, vous allez perdre l'accès à vos projets. Donc, activer votre compte PLM, ça coûte rien. Hein. Vous avez un bouton « Activer son compte PLM ». Pop, vous choisissez votre login, vous choisissez votre branche et vous mettez un mot de passe. Voilà, c'est fini. C'est une question toute simple. Il y a combien de critères de complexité pour le mot de passe? Alors, il doit être supérieur à 8 caractères, avoir au moins une minuscule, une majuscule, un chiffre et un caractère parmi des caractères de ponctuation. Il n'y a pas tous les caractères de ponctuation qui sont autorisés. Mais donc, il y a un petit pop-up avec une petite description avec les instructions.